Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle lecture chuchotée, cette fois-ci en français, du livre du sorceleur, donc The Witcher. Donc, ce livre est sorti il y a un moment. The Witcher, c'est un livre du genre fantastique, tout ce qui est aventure, mythologie slave, histoire de fantasy, de tueurs, de monstres. Donc voilà, au début il y avait un jeu qui est sorti en 2007. Donc ensuite il y a eu le livre et en 2019, donc fin 2019, la série est sortie sur Netflix. Je vais commencer par lire le premier tome du livre. Donc deuxième partie, le sorceleur. Juste j'ai oublié de préciser que j'allais lire un extrait du livre et pas le livre au complet. Donc je vais commencer. Le sorceleur. Il se dit par la suite que cet homme était arrivé depuis le nord par la porte des Cordiers. Il allait à pied et menait son cheval lourdement batté par la bride. C'était la fin de l'après-midi. Les échoppes des Cordiers et des bourreliers étaient déjà fermées et la ruelle était vide. Il faisait chaud, mais l'homme portait un manteau noir jeté sur ses épaules. Il attirait l'attention. Il arrêta devant l'auberge du vieux Naracor, resta là un instant, écoutant le brouhaha des voix. Comme d'habitude, à cette heure de la journée était pleine de monde. L'inconnu n'entra pas dans le vieux Naracor. Il tira son cheval plus loin, descendant la ruelle. Il y avait là une autre taverne, plus petite, qui s'appelait Au Renard. Elle était presque vide. Cette taverne n'avait pas la meilleure des réputations. L'aubergiste se leva la tête de derrière un tonneau de cornichons en saumure et jaugea le visiteur du regard. L'étranger, toujours vêtu de son manteau, était debout devant le comptoir, raide, immobile et silencieux. Ça sera une bière, répondit l'inconnu. Sa voix était désagréable. Le tavernier s'essuya les mains sur son tablier de toile et remplit une chope en terre cuite. La chope était ébréchée. L'inconnu n'était pas vieux, mais il avait les cheveux presque complètement blancs. Sous son manteau, il portait un pourpoint usé en cuir, lacé au col et aux manches. Quand il leva son manteau, tout le monde remarqua qu'il portait une épée en bandoulière. Dans le dos, cela n'avait rien de surprenant. À Vizima, presque tous portaient une arme, mais personne ne portait son épée dans le dos comme un arc ou un carquois. L'inconnu ne s'assit pas à une table. Parmi les rares clients, il restait debout au comptoir, ses yeux perçants rivés sur le tavernier. Il but une gorgée de sa chope. Je cherche une chambre pour la nuit. Le tavernier répondit
dit l'étranger à voix basse, comme s'il hésitait. C'est à ce moment-là que commença toute cette vilaine histoire. Un malandrin au visage grêlé, qui depuis l'entrée de l'étranger l'avait suivi d'un regard sombre, se leva et s'approcha du comptoir. Ses deux compagnons s'arrêtèrent derrière lui, à moins de 2 pas. « Y a pas de place, fripouille-rivienne !» cracha le grêlé qui se plaça tout près de l'inconnu. « On n'a pas besoin de canailles comme toi ici. Avicii-ma, c'est une ville bien. » L'étranger prit sa chope et s'écarta. Il se tourna vers l'aubergiste, mais celui-ci évita son regard. Il n'avait sûrement pas idée de défendre le rive. Après tout, qui aimait les rives? Tous les rives sont des voleurs, continuait le grêlé, qui puait la bière, l'ail et la colère. Tu entends ce que je dis, moustique? Il n'entend pas, il a du gredin dans les oreilles, dit l'un d'eux, ceux derrière, et l'autre ricana. Paye et fiche-le, cambrailla le variolé. L'inconnu porta enfin ses yeux sur lui. Je finis ma bière. On va t'aider, siffla le malandrin. Il fit tomber la chope de la main du rive et l'attrapa par le bras tout en empoignant la sangle qui paraît en diagonale la poitrine de l'étranger. L'un de ceux de derrière leva le poing prêt à frapper. L'étranger se fria soudain, déséquilibrant le grêlé. L'épée siffla dans son fourreau et scintilla brièvement dans la lumière des lampes à huile. Il y eut un tumulte, un cri. Un des autres convives se précipita vers la sortie. Une chaise tomba avec fracas. Les gamelles en terre claquèrent sourdement sur le sol. L'aubergiste, dont les lèvres tremblaient, regardait le visage horriblement tailladé du grêlé, qui, les doigts cramponnés au bord du comptoir, s'affaissait, disparaissait de vue, comme s'il était en train de couler. Les 2 autres gisaient par terre. L'un était immobile, l'autre tremblait et se convulsait dans une flaque sombre qui s'étendait rapidement. Dans l'air vibrait le cri d'une femme aiguë hystérique, vrillant les oreilles. L'aubergiste frémit, octa et se mit à vomir. L'inconnu recula jusqu'au mur, courbé, tendu, vigilant. Il tenait son épée à 2 mains, parcourant l'air de la pointe de sa lame. Personne ne bougeait. La terreur, comme une boue glaciale, engluait les visages, entravait les membres et bloquait les gorges. 3 gardes se précipitèrent dans la taverne avec un cliquetis bruyant. Ils n'arrivaient probablement pas de bien loin. Ils tenaient leur matraque gainée en cuir prête à l'emploi. Mais à la vue des corps, ils tirèrent immédiatement leur épée. Le rive colla son dos au mur et sortit de la main gauche
Foutre chien, tu iras en laisse, vociféra le garde toujours chancelant. Lâche cette épée ou je te fracasse le crâne. Le rive se redressa, il coinça vivement la lame de son épée sous son aile gauche et de la main droite, levée vers les gardes, il traça en l'air un signe rapide et compliqué. Les clous qui ornaient densément les larges revers de manches de sa veste de cuir flamboyèrent. Les gardes reculèrent instantanément, cachant leur visage et leur avant-bras. Un des convives se leva brusquement, un autre se rua à son tour vers la porte. La femme poussa de nouveau un cri sauvage, terrifiant. J'irai moi-même, répéta l'inconnu, d'une voix sonore et métallique, et vous trois, passez devant. Menez-moi chez le bourgmestre. Je ne connais pas le chemin. Oui, messire, marmonna le garde, baissant la tête. Il se dirigea vers la porte, lançant autour de lui des regards hésitants. Les deux autres sortirent, près après lui, à reculons précipitamment. L'inconnu les suivit, rangeant l'épée dans son fourreau et le poignard dans sa botte. Lorsqu'ils longèrent les tables, les gens cachaient leur visage derrière les pans de leurs vêtements. Velrad, le bourgmestre de Vizima, se gratta le menton et réfléchit. Il n'était ni superstitieux ni poltron, mais resté seul à seul avec l'homme aux cheveux blancs ne le ravissait guère. Il se décida finalement. Sortez, ordonna-t-il au garde, et toi, assieds-toi. Non, pas ici, là, plus loin, si tu veux bien. L'inconnu s'assit, il n'avait plus ni son épée, ni son manteau noir. J'écoute, dit Velrad, jouant avec la lourde masse d'armes posée sur sa table. Je suis Velrad, bourgmestre de Vizima. Qu'as-tu à dire, messire brigand, avant d'aller au cachot? 3 tués, une tentative d'ensorcellement. Ce n'est pas mal du tout. Pour ce genre de choses, chez nous à Vizima, on en parle, mais je suis un homme juste. Je vais t'écouter avant cela. Parle. Le rive délaça son pourpoint et en tira un rouleau de peau de chèvre blanche. Vous placardez cela aux croisées des routes. Dans les auberges, dit-il doucement, c'est vrai ce qui est écrit. Ah, grogna Velrad en regardant les runes calligraphiées sur le parchemin. C'est donc une affaire de ce genre. Que n'y ai-je pas pensé plus tôt? Eh bien oui, c'est la vérité la plus vraie. C'est signé Foltest, roi seigneur de Témérie, du Pontar et du Mahakam. Donc c'est vrai, mais la vie est un avis, et la loi est la loi. C'est moi, ici à Vizima, qui impose la loi et l'ordre. Je ne permettrai pas qu'on assassine des gens, c'est compris. Le rive fit un signe d'assentiment de la tête. Velrad souffla avec colère. Tu as ta marque de sorceleur. Le rive glissa à nouveau la main dans le col de son pourpoint et en extirpa un médaillon rond sur une chaîne en argent. Le médaillon représentait une tête de loup montrant les crocs. Tu as un nom,
n'importe quoi, je ne demande pas par curiosité, mais pour faciliter la conversation. Je m'appelle Gérald. Va pour Gérald de Rivie, j'imagine, à ton accent. De Rivie. Bien, tu sais quoi, Gérald? Ça, Velrad tapota la vie du plat, de la main, tu peux laisser tomber. C'est une affaire sérieuse. Nombreux sont ceux qui ont déjà essayé. Ça, camarade, ce n'est pas la même chose que d'écharper quelques manants. Je sais, c'est mon métier bourgmestre. C'est écrit 3000 orins de récompense. 3000 fit la moue Velrad et la princesse en mariage. Comme disent les gens, même si notre bon roi Volteste ne l'a pas écrit, la princesse ne m'intéresse pas, répondit calmement Gérald. Il était assis immobile, les mains sur les genoux. Il est écrit 3000. Quelle époque, soupira le bourgmestre. Quelle maudite époque. Il y a encore 20 ans, qui aurait cru, même en ayant bu, que de tels métiers pourraient exister. Les sorceleurs, tueurs ambulants de basilic, chasseurs de dragons et de noyeurs. Gérald, on a le droit de boire dans ta confrérie, Gérald répondit. Bien sûr. Velrad frappa dans ses mains. De la bière, appela-t-il. Et toi, Gérald, viens t'asseoir plus près. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? La bière était fraîche et moussante. C'est une sale époque, vraiment, monologuait Velrad en sirotant de sa bière. Toutes sortes de choses immondes se sont multipliées en Mahakam. Dans les montagnes, ça fourmille de rogarous. Dans les bois, avant, il n'y avait que des loups qui hurlaient, et maintenant voilà des fantômes de Sylvain et autres. Où que tu te tournes, les lycanthropes ou autres saloperies, dans les villages, les ondines et les pleureuses enlèvent les enfants, et ça, c'est par centaines. Des maladies dont personne n'avait jamais entendu parler. À vous dresser les cheveux sur la tête. Et maintenant, ça en prime, dit-il en poussant le rouleau de peau sur le plan de la table. Pas étonnant, Gérald, qu'il y ait une telle demande pour vos services. C'est un navire royal, bourgmestre, répondit Gérald en levant la tête. Vous connaissez les détails? Velrad se balança sur sa chaise, croisa ses mains sur son ventre. Les détails, dis-tu? Je les connais, oui. Pas non plus de première main, mais de sources sûres. C'est bien de cela que je parle. Tu t'obstines. Comme tu voudras, écoute. Velrad but un peu de bière, baissa la voix. Notre bon Volteste, quand il était encore dauphin, sous le règne du vieux Médel, son père, nous a montré ce dont il était capable. Et il est capable de 400 coups. Nous comptions que ça lui passerait avec l'âge. Et cependant, peu après son couronnement, juste après la mort du vieux roi, Volteste s'est surpassé, au point que nous en sommes tous restés bouche bée. En un mot, il a fait un enfant à sa propre sœur Ada. Ada était plus jeune que lui, et ils avaient toujours été très proches, mais personne n'aurait pu soupçonner une chose pareille. Enfin,
sa fille Dalga à Foltest. Il a envoyé des ambassadeurs et voilà qu'on doit retenir notre roi par les bras et les jambes, sans quoi il courait insulter les émissaires. Nous y sommes arrivés et heureusement parce que Vizimir vexé nous aurait étripés. Ensuite, non sans l'aide d'Ada qui a influencé son frangin, on a pu faire renoncer le morveux à ce mariage précipité. Et ensuite, bien, Ada a accouché, en temps et en heure bien sûr. Et maintenant, écoute bien, parce que c'est là que ça commence. Cette chose qui est née, peu de personnes l'ont vue, mais une sage-femme s'est jetée par la fenêtre de la tour. Et une autre en a perdu l'esprit. Et elle est restée toquée jusqu'à aujourd'hui. J'en déduis que le bâtard ne devait pas être particulièrement beau à voir. C'était une fille, d'ailleurs elle est morte rapidement. Personne, je crois, ne s'était empressé de nouer le cordon ombilical. Ada, heureusement pour elle, n'a pas survécu à l'accouchement et ensuite camarade Foltest a encore une fois fait l'imbécile. Il fallait brûler le bâtard ou alors, qu'est-ce que j'en sais, l'enterrer dans un lieu désert, pas l'inhumer dans un sarcophage, dans les sous-sols du château. Trop tard pour débattre de ça, dit Geralt en levant la tête. En tout cas, il fallait faire venir des sages, un des sages. Tu parles de ces manches-tout avec des étoiles sur le chapeau. Et comment? Il y en a au moins une dizaine qui se sont présentés, mais c'était seulement après, quand on a découvert ce qu'il y avait dans le sarcophage et ce qui en sort la nuit. Et ça n'a pas commencé à en sortir tout de suite à un an. Pendant 7 ans après l'enterrement, c'était tranquille, jusqu'à ce que soudain une nuit, c'était la pleine lune, des hurlements dans le palais, du chaos et des cris. On ne va pas en parler des heures. Tu t'y connais, tu as aussi lu la vie. Le nourrisson a grandi dans son cercueil, et pas qu'un peu, et ses dents aussi ont poussé comme de juste, en un mot, une strige. Dommage que tu n'aies pas vu les cadavres. Comme je les ai vus, tu aurais probablement évité Vizima en faisant un grand détour. Geralt se taisait. Alors, bon, cette lecture chuchotée est terminée. J'espère que cet extrait vous a plu. Si cela vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un commentaire. Moi je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.